Le défenseur de l'année, le DPOI. Souvent un trophée qui suscite beaucoup de discussions, et cette année ça aurait pu être un Français, comme en 2014 avec Joachim Noah, mais ça ne le sera pas. Donc moi je vais décerner mon défenseur de l'année, un nouveau défenseur de l'année, ça ne sera pas Draymond Green, comme ça l'avait été par exemple en 2016, et ça va être un nouveau, et je vais vous expliquer à travers des statistiques pourquoi c'est ce joueur qui ne l'a encore jamais été, pourquoi il le mérite cette saison, plus que selon moi n'importe quel autre joueur qualifié pour le titre de défenseur de l'année. Alors en effet, si je dis ça, c'est parce que ça aurait très bien pu être Victor Wembanyama, qui aurait été défenseur de l'année, mais comme il n'a pas joué assez de matchs sur la saison, ça ne pourra pas être le français, ce sera peut-être pour l'année prochaine, je pense que ça le sera même pour des années à venir pendant longtemps avec Victor Wembanyama, mais cette année, ça ne sera pas lui. Mais alors, qui est ce défenseur de l'année mystère? Alors d'abord, ce défenseur de l'année mystère, on va regarder un peu ses statistiques, et il faut savoir qu'il est dans le 90e centile en termes de on-off de defensive rating, ça veut dire que son équipe est bien meilleure avec lui sur le terrain en défense. En termes d'efficacité au tir, il n'y a pas beaucoup de différence, ce qui suggère déjà que ça n'est pas lié à une surchauffe à 3 points, une sous-chauffe à 3 points quand il est sur le terrain ou pas sur le terrain. Ensuite, on peut voir qu'au niveau des rebonds, moins 3,8% d'offensive rebound, ce qui signifie qu'il coupe vraiment l'accès au rebond pour les adversaires, ce qui est un très bon indicateur défensif. Ensuite, il est dans le 100e centile pour réduire les lancers francs adverses. Donc c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur en NBA pour réduire la fréquence de lancer franc des adversaires, ce qui est peut-être la meilleure moyen de marquer des points, en tout cas la manière la plus efficace. Et en plus de ça, il participe au playmaking défensif parce que le on-off de turnover de son équipe augmente avec lui sur le terrain. Il est dans le 89e centile en termes de on-off. Donc on peut voir que c'est vraiment un joueur qui a un fort impact sur la défense de son équipe quand il est sur le terrain. Mais alors, ça pourrait être par exemple Evan Mobley. Mais c'est pas Evan Mobley. Evan Mobley est un très bon défenseur, un très bon protecteur de cercle, et notre défenseur mystère, lui aussi, est un très bon défenseur de cercle. En effet, la fréquence de cercle, des tirs pris au cercle par les adversaires descend de presque 5% quand il est sur le terrain, c'est le 95e centile, et au niveau des joueurs, des 20 joueurs qui contestent le plus de tirs par match au cercle, eh ben, il est tout simplement 4e à l'efficacité pour faire réduire l'efficacité au cercle des adversaires. Donc, on a vraiment un protecteur de cercle très doué. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça aurait pu être Rudy Gobert, qui l'a eu plusieurs fois sur les années précédentes. Mais c'est vrai que les performances peut-être collectives de Minnesota cette année, contrairement à celles du Jazz avant ou celles de Minnesota l'année dernière, sont peut-être pas aussi impressionnantes. Et c'est peut-être pour ça que je ne vais pas le décerner à Gobert, qu'il en a déjà eu plein de toute façon. En effet, quand il est sur le terrain, ce joueur mystère, l'équipe pour laquelle il joue est la 2e meilleure défense de la ligue. Alors que quand il n'est pas là, elle passe à la 8e meilleure défense de la ligue. Donc c'est vraiment un joueur qui élève le niveau plafond de cette équipe qui joue énormément sur sa défense. Mais il y a aussi d'autres choses en réalité de la défense. On pourrait savoir par exemple, est-ce que c'est un joueur qui va permettre d'avoir une défense collective vraiment stable? Est-ce qu'il dépend peut-être d'autres joueurs? Ou est-ce qu'en fait c'est le socle défensif à lui-même? Est-ce qu'il permet justement d'avoir beaucoup de turnover? Et quels autres joueurs aussi sont qualifiés comme lui au niveau des critères statistiques? Alors au niveau des critères statistiques, par exemple des joueurs qui font plus 1% de turnover, moins 1% d'offensive rebound et moins 3% de free throw rate, il y a notre joueur mystère et Rudy Gobert. Donc on est déjà sur vraiment des joueurs très qualifiés pour avoir un impact défensif très important. Mais comme on l'a dit, c'est pas Rudy Gobert. Donc qui d'autre en réalité va pouvoir avoir de tels impacts? On peut un peu élargir notre cercle statistique pour aller chercher d'autres joueurs. Donc on va prendre les joueurs par exemple qui ont un on-off défensif de moins 6 points par 100 possessions sur plus de 1500 minutes. On retrouve donc Siakam, Wembanyama, Rudy Gobert, Podziemski, sûrement grâce à Draymond Green, Jaren Jackson et notre joueur mystère. Donc on arrive un petit peu au bout de la devinette. Je pense que certains d'entre vous ont dû trouver de qui il s'agissait. Et maintenant, il va être temps de deviner. C'est donc question pour un champion. Qui était donc ce joueur mystère? Qui est donc ce défenseur de l'année qui mérite ce titre? Tant il est important pour
permettre à son équipe d'être la meilleure défensivement, et bah c'est Ivica Zubac, tout simplement. C'est pas un joueur d'OKC, OKC qui est la meilleure défense, mais qui se relie beaucoup sur le collectif. C'est donc Ivica Zubac qui, pour moi, mérite d'avoir ce titre de défenseur de l'année. Mais alors pourquoi? Regardons un peu le film, tout simplement, des Clippers, et regardez cette très bonne défense qui se base avant tout sur ce socle Zubac. Et en fait, Zubac, là où il est très très bon, comme on l'a vu sur les statistiques, c'est à la protection de cercle, et c'est un défenseur de drop redoutable. Regardez du coup comme il se situe ici, donc il est quand même assez haut pour potentiellement avoir à contester le pull-up, et regardez, les appuis sont vraiment très bons, il arrive à constamment changer l'angle pour s'orienter vis-à-vis du joueur qui a la balle pour arriver à contrer de la meilleure des façons, et en fait, il est absolument immense. Il est absolument immense, il a des très longs bras, il a des très bons appuis, il a une très bonne manière de rester face à son défenseur pour contester le tir de la meilleure des façons. Et en fait, regardez sur le drop, il annule totalement le spacing des équipes. Et comme il a de très bons appuis, de très longs membres et qu'il est très grand, ça en fait un joueur très intéressant sur le drop. Il peut même contrer des meilleurs drivers. Regardez par exemple du coup sur cet exemple ici avec Lillard, on va essayer de faire stop au bon moment, et regardez, Lillard est déjà en train de décoller, que Zubac est encore au sol, mais il n'est pas tant en retard que ça tellement il est grand, et il arrive à le contrer juste avec un tout petit jump au meilleur moment. On a un autre exemple ici où il passe d'abord sous l'écran et arrive à contester même le 3 points de Lillard quelques minutes après. Donc bon, ça c'est un peu plus du gadget, il contre un peu moins des 3 points, il est plus sur de la protection de cercle, mais en fait il va vraiment pouvoir annihiler le spacing des équipes, et quand on sait à quel point le spacing est important, c'est là où il est vraiment redoutable sur drop. Il arrive même à contester les passes sur drop, donc en plus d'être un protecteur de cercle, c'est même un protecteur de panier dans le sens où il empêche l'accès au panier en plus de protéger les tirs qui sont pris au panier. Et c'est là où il est doublement important, c'est que en plus de réduire l'efficacité des tirs au cercle, il arrive à réduire la fréquence au cercle, et en fait c'est un peu ces deux choses-là qui sont hyper importantes pour les équipes modernes en NBA. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément d'équipes qui recherchent du spacing, et lui, Zubac, arrive à annihiler le spacing de ses équipes par sa présence. Et donc vraiment sur ce drop-là, très peu d'équipes arrivent vraiment à le faire sortir pour le déranger, parce que de moins en moins d'équipes en réalité sont respectés partout à 3 points, et comme même par exemple les Boston Celtics ne sont pas toujours tous respectés à 3 points, et ben il arrive quand même à avoir un rôle par exemple ici sur l'aide côté faible où il va tout simplement arrêter Derrick White. Là on a vu que c'était une faute, mais en réalité ce sera revu et c'était un contre. Et en fait constamment, même en aide du coup côté faible ou côté fort, ou en tant que roamer, un petit peu en fond d'une zone comme ici, il va constamment annihiler les attaques adverses, et c'est pour ça qu'il a de tels chiffres d'impact. On a regardé, il est dans les 90e, 95e, centième centile sur certaines métriques défensives, parce que c'est un tel aspirateur à espace derrière cette défense des Clippers qui est aussi très très bonne et très très bien orchestrée autour de lui. Lui en fait, il fait briller tous ses défenseurs que sont Chris Dunn, Derrick Jones Jr. par sa présence, mais sans lui, on voit bien que la défense est moins bonne, et c'est par sa présence d'aspirateur à l'espace qui permet en fait de détruire le spacing et d'être très présent au cercle quand il en a besoin, et aussi d'être présent un peu plus sur les espaces comme ici où il va suivre Chet Holmgren pour ensuite se replacer au cercle et venir contrer la tentative. Donc on a vu qu'il est quand même aussi plutôt mobile sur ses appuis, c'est notamment pour ça qu'il est aussi bon sur drop. Un joueur qui n'est pas habile de ses appuis, qui n'a pas un petit peu les appuis légers pour pouvoir bouger tout son gros corps entre guillemets, ne pourrait pas être aussi efficace en drop, parce qu'il faut être très léger sur ses appuis pour pouvoir suivre les adversaires. Notamment sur drop, on va surtout se retrouver sur des défenses, parfois on va devoir défendre des arrières, et c'est là où il est constamment doué sur ses appuis pour ne pas se faire avoir sur les feintes, et d'être en fait sur ses appuis, d'être proche du sol constamment, de ne pas sauter. Ça permet d'être un bien meilleur défenseur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on invite toujours les joueurs à avoir les bras en l'air sans sauter, sans mordre sur les feintes. C'est parce qu'une fois qu'on est au sol, on est beaucoup plus solide défensivement que quand on est en l'air. Et c'est vrai qu'en réalité, on a un défenseur qui est peu attaqué en 1 contre 1. Regardez ici, vous avez un exemple avec Jalen Duren. C'est un des rares exemples sur la saison où des joueurs ont essayé d'attaquer Zubac en 1 contre 1. Parce qu'en réalité,
c'est des joueurs qui ne peuvent pas lui shooter par-dessus, et une fois qu'on essaye de le prendre en 1 contre 1, il a des tels appuis, une telle légèreté et une telle longueur de bras qu'il n'est pas du tout facile d'attaquer un tel joueur. Et d'ailleurs, en parlant d'attaque, qu'est-ce que ça donne Zubac de l'autre côté du terrain? Parce que je sais, je parle un petit peu du défenseur de l'année, mais j'avais envie de parler de Zubac de manière un peu plus globale, et ce qui m'a beaucoup plu cette saison, c'est son jeu de passe depuis le post-up. Et en plus, c'est super intéressant parce que, à part James Harden, tout le long de la saison, on avait des joueurs pas très doués, justement, ballon en main. Et donc, on va se refaire ces 2 premiers exemples où, du coup, on a un petit pick and roll de Chris Dunn avec James Harden et on a Zubac qui vient se positionner au post-up. Et là, sur le premier coup, Zubac trouve non pas Chris Dunn, mais Kawhi Leonard qui vient dans un second temps dans un cut. Alors que sur l'action d'après, Chris Dunn, après avoir posé l'écran, vient couper plus rapidement au cercle et Zubac le trouve tout de suite. Et en fait, on a d'autres joueurs de cut qui sont assez doués du côté des Clippers. On a Derrick Jones Jr. aussi qui en fait pas mal, Amir Coffey, et du coup, même Kawhi Leonard, petit à petit, développe un petit peu ce jeu de cut derrière le post-up de Zubac. Et en fait, Zubac, par sa taille et son bon toucher, arrive à pouvoir obtenir des situations pareilles pour ses coéquipiers. Et c'est surtout sa gravité au post-up qui attire autant de joueurs parce que c'est un des joueurs les plus efficaces sur post-up. Il est très doué pour trouver des positions profondes dans la raquette, ce qui attire vraiment la défense. Et du coup, offre aux Clippers un petit peu une alternative offensive à James Harden et Kawhi Leonard qui font beaucoup eux d'isolation. Ça permet aussi de faire profiter justement à des joueurs pas toujours respectés à 3 points comme Derrick Jones Jr. d'avoir des espaces dans lesquels ils peuvent couper. Et ici on a un cross screen avec James Harden et Kawhi. Il utilise un petit peu Zubac en hub et ça fonctionne aussi. En fait, Zubac, on va le retrouver au post-up, un petit peu au passing, et on va le retrouver aussi pas mal à la création en tant que hub, où ici il trouve James Harden sur le cut. Et comme on a des joueurs, des porteurs de balles un petit peu vieillissants, disons, avec James Harden et Kawhi Leonard, qu'on a aussi des joueurs un peu imparfaits sans ballon comme Derrick Jones Jr. ou Amir Coffey, d'avoir Zubac qui a une telle gravité sur le post-up et qui est bon aussi sur short roll, ça permet un petit peu de bonifier tout ça. C'est pour ça qu'en plus d'être selon moi le défenseur de l'année, c'est un joueur qui est très intéressant offensivement. Et s'il a une telle gravité au post-up, c'est parce qu'en fait au scoring il est aussi très doué. On le retrouve déjà un petit peu dans de la verticalité, pas parce qu'il saute très haut, mais parce qu'il est, encore une fois, très grand. Et comme James Harden adore trouver les joueurs au alley-oop, par exemple ici on avait un double drag avec un écran qui est glissé et ça fonctionne très bien. Nouvel exemple ici, il slip de screen et il peut aller au alley-oop derrière Andre Drummond. Donc en réalité, au scoring, il n'y a pas que du post-up, c'est pas que des situations statiques. En fait, on le retrouve sur des zoom action pas mal, on le retrouve sur des actions en pick and roll, et du coup, ça en fait un joueur assez complet qui, malgré le manque de tir à 3 points, peut un petit peu évoluer en périphérie, comme ici sur toutes ces zoom action où du coup, il joue un petit peu le rôle du end-off, du hub offensif, et comme on a vu dans la section précédente qu'il peut être bon sur les passes, c'est très intéressant. Ce qu'adorent faire aussi les Clippers, c'est lui trouver du coup des bonnes situations de post-up. Alors comment ils font ça? Et bah regardez, en fait vous avez un écran de Kawhi ici et un autre qui va arriver de Norman Powell pour que Yves Missi ait du mal à venir gêner Zubac qui lui va essayer de venir juste ici récupérer le ballon au post-up proche du cercle. Et du coup c'est intéressant de voir un petit peu des écrans des petits pour les grands à l'intérieur plutôt que des écrans des grands pour les petits à l'extérieur. Et c'est vrai qu'ils sont assez innovants ces Clippers parce qu'en réalité ils ont une équipe qui était un peu construite bizarrement. C'est aussi pour ça qu'on avait peut-être peu d'espoir du côté de certains experts à la période de l'été dernier, mais en réalité, autour de James Harden et Kawhi, d'avoir cette alternative Zubac et tous ces joueurs de cut ou de catch and shoot autour, et bah ça en fait une équipe très intéressante. Je sais qu'on a déjà parlé un petit peu de Kawhi la semaine dernière dans la vidéo, je trouvais ça intéressant de mettre un peu en lumière aussi Zubac qui est du coup le socle défensif de cette équipe, et c'est une équipe qui est avant tout défensif, et aussi de mettre en avant en fait le talent qu'il a offensivement et à quel point du coup il est intraitable au post-up, ce qui génère du coup beaucoup d'espace pour ses coéquipiers autour de lui.
Et en plus de ça, il a une vraie domination physique. Regardez, Evan Mobley, qui est aussi un concurrent direct à la course au DPOY, a du mal à rester face à lui. Et c'est la même chose pour Jarrett Allen et pour d'autres très bons défenseurs qui vont avoir aussi du mal à contenir potentiellement parfois aussi ses rebonds offensifs. Il a un vrai toucher, on le retrouve beaucoup de fois sur du hook shot, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller juste en dessous du cercle pour finir, mais qu'il peut finir avec un peu de distance. Il a un dribble qui n'est pas très développé mais qui lui permet d'aller au post-up et ensuite ce vrai toucher qui permet aussi d'être très efficace par exemple au lancer franc et comme il provoque des fautes, ça en fait un joueur plutôt efficace. Sur le pick and roll, très important d'avoir ce hook shot et ce flotteur aussi, ce qui en fait une plus grosse menace sur short roll et c'est ça aussi qui libère tout son passing sur short roll. Et c'est là où il est franchement très intéressant. Et moi, la dernière chose que je voulais ajouter, c'était le rebond offensif. On a vu dans les stats que le rebond défensif était une de ses grandes qualités en défense, mais le rebond offensif aussi en attaque est très bon. Il permet parfois de gagner la bataille des possessions tant il domine la match-up adverse. Donc un petit peu voilà, le résumé que je voulais faire d'Ivica Zubac, présenter pourquoi selon moi c'est le défenseur de l'année et aussi pourquoi c'est un joueur qui est offensivement très sous-estimé, qui peut apporter beaucoup de choses, que ce soit à la passe, au scoring ou tout simplement au rebond offensif. Moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que les petites vidéos mystères comme Baptiste avait déjà fait avec le All-Star mystère, c'est des vidéos qui vous plaisent bien, donc n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Et puis je vous invite à, comme d'habitude, vous abonner, liker la vidéo, la repartager, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. A plus.